Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude, nous allons commencer l'émission avec un débat et le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui est la maltraitance faite aux enfants. Sur le plateau avec moi, je reçois Maître Nadia Aïdzaï qui est avocate et Docteur Aïda Mchli, psychologue, pour répondre à toutes les questions. Suivi tout de suite après par la rubrique Conseils pratiques avec Docteur Sérine Belkhouja qui est gynécologue et qui nous donnera des conseils pour notre alimentation pendant la grossesse. On se pose souvent des questions, on ne sait pas forcément quoi manger. Docteur Sérine Belkhouja sera là pour répondre à toutes les questions. Et pour finir, la rubrique L'info de la semaine avec Leila Djibour qui recevra Roufati Imen qui est la fondatrice et la gérante de Meddedouek. La maltraitance faite aux enfants peut être sous plusieurs formes. Mauvais traitement physique ou affectif, sévices sexuels, négligence ou d'exploitation commerciale. Alors comment se rendre compte qu'un enfant est maltraité? Que faire? Que dit la loi? On en parle aujourd'hui avec vous. Bonjour et merci, bonsoir plutôt, et merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Nadia Aïdzaï, vous êtes avocate. Merci. Absolument, oui. Merci de m'avoir invité pour parler de ce thème qui est important et particulièrement en ce moment, puisqu'il défraie un peu la chronique des informations que nous avons ici et là, et aussi avec ce qui se prépare comme projet de loi. Oui. Et il est en débat en ce moment sur les enlèvements et le kidnapping des enfants. Je trouve que c'est intéressant comme thème à débattre et à essayer de trouver les voies qui puissent un peu informer les parents, oui. La société et l'opinion publique, oui, sur ces faits et comment en fait prendre en charge cette catégorie d'enfants qui fait face à à tous les mots, oui, dont vous venez de parler, parce que vous les avez énumérés, oui, et c'est un peu effectivement ce que l'OMS, la Convention des droits de l'enfant, a énuméré comme type de violence à l'égard des enfants. Il fallait qu'on les identifie et qu'on les prenne en charge, et que les États qui ratifient la Convention sur les droits de l'enfant, eh bien, prennent des mesures pour protéger les enfants contre toute forme de maltraitance. Très bien. Oui. On peut y revenir après pour les détailler et vous verrez que ce n'est pas uniquement de la violence physique, oui, dont on pourra traiter parce qu'elle sera minime par rapport à ce que oui, d'autres types de violences touchent les enfants. Exactement. Et à vos côtés, Dr Aïda Mchli, psychologue, merci d'avoir accepté notre invitation aussi. C'est moi qui vous remercie pour le plaisir de partager cette belle thématique, mais aussi de revenir sur les nouveaux concepts, notre vécu, comment on pourra simplifier les choses, inviter les gens à voir de près comment on pourra réparer, aider et accompagner les enfants en souffrance. Inch'Allah. Merci. Alors avant d'entamer notre débat, nous allons suivre un reportage de Anissa Bouzid et on revient juste après. De toutes les violences envers les enfants sont certainement les plus cachées. La loi du silence y règne en maître. À cet égard, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a lancé en 2018 le 1111, un numéro vert contre la maltraitance faite aux enfants. Au siège de l'organe national, il y a
plusieurs modalités de signalement, de dénonciation, des situations de danger. Là, on peut retrouver les enfants victimes de violences, mais aussi les enfants dans lesquels ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans leur éducation, scolarité et leur cadre de vie. On a beaucoup de signalements aussi par jour. On arrive jusqu'à 9 000, parfois 10 000 appels par jour. Et bon, ça concerne les enfants en danger. On a des enfants maltraités, on a des enfants qui se font agresser sexuellement. La cellule d'écoute est composée d'équipes pluridisciplinaires, formées de psychologues, de sociologues et de juristes. L'organe national, c'est le lieu où on peut retrouver plusieurs modalités dans lesquelles ils peuvent traiter la situation de l'enfant. Dans son volet préventif, c'est travailler sur les questions de signalement, de détresse et de situations complexes dans lesquelles ils peuvent faire des signalements pour pouvoir demander de l'aide, mais aussi dénoncer des situations. De l'autre, la promotion des droits de l'enfant dans lesquels ils peuvent travailler éventuellement dans tous leurs volets, dans les études scientifiques, le partage, et ceci avec l'aide des professionnels qui font partie, que ce soit les cadres de l'organe national ou le comité permanent de coordination qui englobe des professionnels qui travaillent sur ces thématiques. On enregistre les signalements sur les registres. Après, on les passe à un autre groupe de rédaction. Donc, ils font la rédaction, ils préparent les écrits. Après, ils voient s'ils vont être orientés vers le juge des mineurs ou bien vers l'équipe des espaces ouverts. Les enfants témoins ou victimes de la violence voient ce potentiel miner leur santé, leur bien-être et leur avenir. Alors, aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Exactement, aider un enfant en danger, c'est la responsabilité de tous. Et souvent, ils sont en danger même au sein de leur foyer. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, vous savez, on est en train de clarifier justement ces situations là où ça reste ambigu, souvent, derrière la parole de ces dames, derrière la parole de ces mamans qui réclament un tout petit peu cette fessée, cet encadrement dans le cadre éducatif. C'est comme si que c'est important de les recadrer, de les accompagner, de les pousser à travailler. Et aujourd'hui, il me semble que c'est très important de pouvoir juste s'arrêter et puis placer les choses pour mieux expliquer que ça peut nuire à la santé mentale de l'enfant, que ça peut le déstabiliser, ça peut déraciner les enfants dans leur institution s'ils sont scolarisés, ça peut vraiment nuire à leur épanouissement ou pour le bon développement. On peut retrouver des situations très complexes là où il semble pour les mamans qu'elles sont en train de bien faire pour vraiment aider leurs enfants. De l'autre, on peut retrouver vraiment des passages à l'acte, là où la violence elle a pris le dessus, là où il faut vraiment dénoncer, accompagner, mais aussi rester à l'écoute de ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées, soutenues, soignées, et puis ne serait-ce que pour leur permettre de placer cette parole qui pourra réparer quelque chose dans leur vécu quotidien. D'accord. Mais avant de commencer, il faut d'abord définir qu'est-ce que la maltraitance envers les enfants. Parce qu'en général, quand on dit maltraitance, on pense souvent aux fessées, au châtiment physique, au viol, à ce genre de choses, à la violence physique surtout. Mais il y a plusieurs formes de maltraitance. Tout à fait. Oui, il faut revenir à la définition de l'OMS ou alors à celle du Comité des droits de l'enfant. La maltraitance de l'enfant, elle s'entend de toutes les formes de violence, de mauvais traitements physiques ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence. En fait, cette définition a répertorié tous les types de violences que déjà contiennent nos lois et nos codes, particulièrement le code pénal, ou de traitement de négligents ou d'exploitation commerciale ou autre. Il ne faut pas oublier la prostitution, le proxénétisme, l'utilisation des enfants à des fins sexuelles, le travail forcé. Ces types de violences vont entraîner un préjudice, un dommage qui va toucher à la santé de l'enfant, à sa survie et à son développement.
qui sont les principes même de la Convention des droits de l'enfant, la survie et le développement de l'enfant. Donc, vous voyez qu'est-ce qui peut nuire à la santé de l'enfant, à sa survie, parce que ça peut aller jusqu'à la mort, et à son développement, parce que l'enfant doit vivre dans un milieu familial serein, sans violence, sans maltraitance. Et donc, cette définition a été reprise aussi, ça c'est l'OMS, cette définition a été reprise également par le Comité des droits de l'enfant et qui l'a étendue aux violences sexuelles, à tout ce que l'enfant pourra rencontrer, à la traite des enfants, à l'exploitation économique. Voilà donc un peu tous les types de maltraitance, parce qu'on va englober ça dans la maltraitance. Vous l'avez dit, elle n'est pas uniquement physique, mais elle va être recoupée par tous ces types. Et on va se rendre compte que la première maltraitance en fait à laquelle va faire l'objet l'enfant, on peut dire qu'elle est physique, mais le physique est visible. Et si les parents n'en parlent pas, ou si les parents pensent passer à côté, fuir cette responsabilité d'avoir occasionné un préjudice à leur enfant, eh bien l'extérieur pourra le constater. L'école, l'institutrice, les voisins. Donc on ne peut pas dire que c'est une violence qui va être tue, dont on ne va pas parler. On va la dire, on va la dénoncer. Par contre, celles que l'on tait, ce sont plutôt les violences sexuelles. Et pourquoi on va ne pas en parler? Parce que c'est d'abord la maman qui le découvre. Et lorsque la maman le découvre, elle est dans une situation dans laquelle elle est confrontée et particulièrement à un certain nombre de problèmes qui vont se poser à elle, peur d'un divorce, peur du père, et tout dépend d'où vient cette violence sexuelle, attouchement, abus sexuels, viol, inceste, parce que nous on l'appellera inceste, c'est de l'inceste, et les incestes sont souvent tués. Mais de plus en plus, on va se rendre compte que les mamans protègent leurs enfants, ne vont pas nécessairement tout de suite en justice, elles viennent voir les associations, elles vont à l'organe, elles vont vers un psychologue, et ensuite quand elles viennent chez nous dans les associations, et nous essayons donc de rassurer la maman, de lui dire que quand même il y va de la santé de l'enfant, santé physique, santé morale, santé psychique, et qu'il y a une procédure à suivre, donc le médecin légiste, le dépôt de plainte éventuellement. Et c'est vrai que là, il faudra aussi faire attention. Il faudra faire attention à la parole de l'enfant, c'est pourquoi le psychologue est important, la parole de l'enfant, voir le vrai du faux, mais généralement lorsque la mère le découvre, il y a beaucoup de vrai, mais c'est la mère qui a peur d'un divorce, c'est la mère qui ne travaille pas, donc qui n'a pas... Qui a peur de la réaction de la société aussi. Oui, la société moins maintenant. Ça, je peux vous l'assurer, parce que les gens qui viennent nous voir, la société est prête à parler de ce genre de cas. Ce n'est plus tabou. Moi, je peux vous l'assurer, enfin, pour ce que je peux comprendre, parce que nous recevons des appels dans les centres d'écoute. Ce n'est pas un tabou de le dénoncer, mais c'est peut-être le pas vers la justice qui est pénible. Et la procédure est pénible. La procédure est pénible parce que parfois, elle aboutit, parfois, l'auteur échappe à la sanction. Et c'est là où se posent toutes les questions. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire la part des choses, mais de dire qu'aujourd'hui, c'est tabou, non. Aujourd'hui, on en parle, et depuis les années 90 d'ailleurs. On a commencé à travailler sur les violences depuis les années 90. Qui aurait dit qu'on parlerait des viols?
Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des réticences, mais on en parle plus facilement. Et on l'a vu dans toutes les actualités que nous avons, le viol des enfants, un abus sexuel sur les enfants qui va jusqu'à être tué, jusqu'à la mort. Donc aujourd'hui, la société, je pense que la société est prête à défendre et à protéger l'enfant. Maintenant, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place, pas uniquement institutionnels, mais la maman peut dire à l'enfant, quand ce n'est pas dans la famille, mais que ça peut être à l'extérieur de la famille, de dire à l'enfant, ne suis pas des personnes inconnues. Il faut aussi aider les parents aussi à apprendre à leurs enfants comment reconnaître aussi un prédateur, comment se comporter, que doit faire l'enfant. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec les parents. Il me semble que ça, c'est le travail le plus important et le plus intéressant aussi. Parce que vous savez, la parentalité, ce n'est pas un acquis, c'est un apprentissage. On apprend à être maman, on apprend à être papa, on apprend à être responsable de ses enfants. Tout ce qui est cadre familial, dans l'échange de liens, ou la force des liens, cet échange d'amour et de haine et de conflits et de dynamique qui nourrit un tout petit peu nos liens entre nous, c'est un apprentissage, ça reste unique. Il n'y a pas une famille qui ressemble à l'autre, chacun a sa propre histoire. Mais vous savez, on a appris à traduire les choses différemment et doucement. Moi, si j'essaye de traduire ce qui a été dit comme ça, je dirais, c'est dans la différence, c'est dans l'échange, c'est dans la finesse de ces mots, de ces phrases, de ces demandes d'aide. Quand les écoutants, et je rends hommage un tout petit peu à tous ces écoutants qui sont derrière leur téléphone, mais aussi les professionnels de la consultation qui reçoivent des enfants en détresse ou en difficulté, tous travaillent pour pouvoir écouter cette parole qui est ambiguë, qui est floue, qui est énigmatique, qui est paradoxale des fois, mais qui témoigne d'un état de malaise, de souffrance, témoigne de quelque chose qui pourra nuire à ce bon développement. Nous, on a appris dans la théorie, mais aussi dans la vie, qu'un enfant bien épanoui, c'est celui qui peut jouer, qui peut courir, qui peut rêver, qui peut manger, dormir profondément, il peut retrouver l'amour dans les bras de ses parents. C'est vraiment le modèle adéquat. Mais voilà que la vie nous permet aujourd'hui de découvrir que ce n'est pas le bonheur absolu pour tous les enfants, qu'il y en a ceux qui souffrent doucement, discrètement, parce que probablement un coup de poing comme ça, juste pour le secouer, ce n'est pas rien du tout, c'est quelque chose qui le menace physiquement. Un harcèlement comme ça derrière les réseaux sociaux, ou un harcèlement derrière des phrases, mots comme disqualification ou discrimination, c'est quelque chose aussi qui peut nuire à son équilibre, à son estime de soi. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de situations là où on peut retrouver un enfant là où il ne pourra pas raconter parce que par honte, par culpabilité, parce qu'il a transgressé les règles. Et justement, quels sont les signes qui doivent nous alerter? Je crois que rapidement, tout ce qui peut sortir de l'ordinaire comme ça, nuire à un enfant dans son sommeil, dans son jeu, dans son équilibre. Il y a des enfants qui ne pourront pas nous dire les phrases, ni non, ils ont l'art et la manière de pouvoir construire un texte pour parler de ça. Oui. Pour les adultes, c'est compliqué. Oui. Alors pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est gérer des émotions, c'est se protéger, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de pouvoir faire tout un travail pour pouvoir vraiment dénoncer ces situations. Si mon enfant ne mange pas correctement, s'il refuse de se retrouver dans le lien avec des personnes qui l'ont menacé, s'il parle de situations paradoxales, là où il me semble que c'est à nous, c'est la responsabilité de ces adultes qui l'entourent, d'écouter différemment pour pouvoir
palper, écouter, comprendre entre les lignes, parce que vous savez, même nos ados, ils peuvent vivre des situations, mais au lieu de raconter leur vécu comme ça d'une manière claire et directe, peut-être qu'ils vont le projeter sur le vécu d'autres. Oui. Ils ont entendu parler de cette situation dans le texte de loi, comment on pourra les protéger, est-ce que c'est honteux, est-ce que c'est faisable ou pas. Ces petites parenthèses, moi je dirais, c'est notre manière d'écouter différemment et puis de palper un tout petit peu cette souffrance, cette inquiétude, ce questionnement. Et puis il faut qu'on apprend, et je crois que c'est là où je reviens à votre question, les parents, ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir une guidance, surtout s'ils sont jeunes dans leur parcours, de pouvoir retrouver les mots, les bonnes éducations, le bon modèle pour pouvoir vraiment accompagner, mais aussi répondre à des questions simples. Là où, si je remarque que mon fils me répète la même scène, dit des choses qui sortent de l'ordinaire, a des cauchemars nocturnes, ne mange pas comme d'habitude, refuse de jouer à l'extérieur, garde le silence, une agressivité qui n'est pas de sa nature, une rapidité ou une hyperactivité qui n'est pas de sa nature, ou le contraire, un isolement, une timidité, quelque chose qui pourra être manifesté dans le somatique, des maux de tête, des maux d'estomac. Vous savez, tous ces signes, c'est dans le corps, dans le vécu, dans le comportement aussi, changement de comportement de l'adolescent qui peut fumer en cachette, sortir en cachette, probablement son comportement qui change du jour au lendemain vers une attitude ou un comportement qui est différent. Tout ça nous invite non à recadrer les choses uniquement pour être le modèle d'adulte qui le protège, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui a bouleversé. Et du coup, on accompagne réellement la souffrance de l'enfant dans sa différence. Et je crois que c'est ça qui fait la particularité de pouvoir vraiment chercher le modèle. Ce n'est pas un 1, 2, 3. Ce n'est pas science exacte là où on peut lire dans les livres, mais c'est un savoir-faire, c'est un accompagnement et surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Très bien. Et quelles sont les démarches à suivre si on se rend compte que notre enfant ou que l'enfant d'un proche ou qu'un autre enfant, un voisin, est maltraité? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? D'abord, il faut avoir une attitude de citoyen responsable. C'est-à-dire, lorsque, effectivement, on remarque qu'un enfant est maltraité ou qu'on découvre qu'il subit une violence sexuelle, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dénoncer. Il ne faut pas avoir peur d'aller signaler à la police. On se présente carrément à la police de se présenter carrément à la police, ou si la personne a peur de la police, eh bien de le signaler à l'organe. Donc on rappelle justement le numéro? Absolument, le 1111. Voilà. Ou s'il y a une association proche, de le signaler à l'association, parce que nous avons des mécanismes donc, qui nous permettent, nous aussi, de dénoncer. Ensuite, il y a plusieurs manières. Donc, si c'est le voisin, si c'est l'enseignant également doit le faire. Et beaucoup ont des réticences à le faire parce qu'ils ont peur de rentrer dans la procédure qui peut être longue et souvent ils vont vous dire « moi je ne veux pas m'impliquer », mais la directrice peut convoquer les parents, peut convoquer la mère, peut convoquer le père et déjà discuter avec. Et je sais que dans les écoles il y a des psychologues, je pensais même des médecins, donc il faut tout de suite s'occuper de cela. Vous avez les médecins aussi qui peuvent s'apercevoir que l'enfant a été victime donc d'un abus ou d'une maltraitance ou d'une violence physique ou d'une négligence. La négligence, on peut ne pas donner à manger à son enfant, on peut ne pas l'envoyer chez le médecin. Donc les médecins ont aussi cette obligation de dénoncer. Et ensuite, il y a le passage chez le médecin légiste, qui est un préalable à toute plainte et à toute procédure de justice. Et le médecin légiste va constater, donc va ausculter l'enfant, va le constater, bien qu'aujourd'hui, dans la nouvelle loi sur la protection de l'enfance, lorsqu'on passera à l'audition de l'enfant, l'audition est filmée.
Donc on va éviter à l'enfant de passer dans les différentes structures parce qu'il aura connu un traumatisme, oui. Et particulièrement concernant les violences sexuelles, celles-ci sont filmées et c'est la cassette qui ensuite servira au juge, voilà, à la procédure au tribunal. On évitera de ramener l'enfant dans les tribunaux. Voilà, d'autres traumatismes, la police, le tribunal, le juge d'instruction. Donc cette audition sera filmée. Je sais que ça a commencé, donc il faut que ça soit maintenant... que ça devienne quelque chose de naturel et de fait. Maintenant, il faut effectivement, au niveau des commissariats, ils ont des psychologues, mais avoir des psychologues formés à l'enfance et au dire de l'enfant. Parce que l'enfant, souvent, et on l'a vu, on va, ou alors quelqu'un va dénoncer, les parents vont aller à la police pour dénoncer une violence sexuelle sur l'enfant, parce que les enfants ont joué, et cet acte que les parents ont pensé être une violence sexuelle n'en est pas une. Et après, c'est le discernement qui est fait par la police, par le psychologue, pour pouvoir, qui pourra décrypter et qui pourra aider les parents. Même quand la mère vient et pense que c'est le père qui est l'auteur de l'inceste, un membre de la famille, là aussi, il faut, c'est dans l'enquête qu'on pourra vraiment déterminer les auteurs, la nature de l'acte, la qualification de l'acte, pour pouvoir aider à mieux amener la procédure. Donc, à ce niveau-là, les parents ou la mère qui découvrent doivent aller vers les personnes idoines, adéquates, vers des institutions adéquates. Et c'est comme ça que la santé de l'enfant psychologique sera préservée, protégée, et ça fera un enfant qu'on pourra récupérer, parce que madame vous le dira, quand il grandira, dans son adolescence, quand il deviendra adulte, soit il peut répéter les gestes, soit il gardera des séquelles psychologiques et il ne se sera pas reconstruit, parce qu'il faut à un moment les reconstruire et réparer, le reconnaître comme victime, parce que la reconnaissance d'une victime est importante. Lui reconnaître qu'elle a dit la vérité. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on va chercher la vérité, mais il faut faire très attention à comment on va se comporter avec cette victime, comment on va pouvoir mener l'entretien et comment on va pouvoir aboutir à la sanction, mais aussi à la reconnaissance de son état de victime. Ça, c'est vraiment très important. Et la réparation en est une. Justement, nous allons maintenant suivre un témoignage. C'est le témoignage d'un papa, d'un enfant qui a subi des violences. C'est Anissa Bouzid qui nous a préparé ce témoignage, et on revient tout de suite après. Cela s'est passé un mercredi. La personne qui a commis l'acte est notre voisin. L'enfant a été confié à sa grand-mère à 1 kilomètre d'ici. Le bonhomme en question possède un verger. Il a l'habitude de venir bricoler. Il est très connu ici. Un jour, il demande à ce garçon de lui ramener à boire dans son verger. Et c'est là que les choses ont commencé. C'est sa tante en réalité qui l'a élevé et qui a l'habitude de s'occuper de lui. C'était ce mercredi même que le bonhomme avait abusé de l'enfant. Et ce n'est que jeudi que sa tante m'en a parlé. Au départ, l'enfant ne voulait pas en parler. Sa tante avait bel et bien constaté le changement de comportement de son neveu. Et après insistance, le gosse a commencé à pleurer et puis
Il a tout raconté et demandé à sa tante de ne rien dire à son père. La tante à l'enfant est venue alors raconter l'histoire à ma femme. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir le bonhomme chez lui sans trop dramatiser les choses. Je voulais m'en assurer. Je lui ai demandé de me raconter ce qui s'est passé avec l'enfant. Il n'a rien voulu savoir. Il n'a pas voulu reconnaître les faits. Il a même essayé de m'agresser. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à courir vers les médecins et les hôpitaux. Nous étions en plein week-end. Il n'y a pas de médecin légiste. Je l'ai emmené alors dans notre hôpital. Ensuite, je me suis dirigé vers Parnay avant d'aller à Bab el-Oued. Et ensuite, j'ai atterri à Blida. J'ai couru toute la nuit avec le garçon avant de me diriger vers la gendarmerie pour récupérer un document pour aller voir un médecin légiste. J'ai dû attendre jusqu'à dimanche pour terminer toutes les démarches seulement lundi. Et ce n'est que mercredi que les gendarmes sont venus chez le bonhomme. Et je n'ai toujours pas terminé, puisque maintenant, je suis en train de prendre en charge l'enfant sur le plan psychologique. J'ai vu 2 psychologues, un à Meftah et l'autre à Blida. Ce n'est que maintenant qu'il commence à reprendre. Il est traumatisé, il a tout le temps peur. Il n'arrive même pas à dormir la nuit. ديجا في الليل ينوض يهدر هضره هكذا ماشي عوايدو هنا وهنا بدا يتحسن شويه. Très difficile. Non, compliqué, oui. Des situations complexes et puis voilà un témoignage aussi fort et aussi vivant là, ça nous permet aujourd'hui de placer ces modalités d'aide, de soins, d'écoute qui existent pour pouvoir vraiment aider ces enfants. Aujourd'hui, tout ce qui était tabou hier, il me semble qu'aujourd'hui, il faut faire le pas pour pouvoir les soulager, les accompagner et puis écouter différemment leurs souffrances. Parce que vous savez, il y a des familles qui acceptent, il y en a d'autres là où l'image de la famille reste sacrée, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Je garderai aussi ce lien très fort pour pouvoir dire il faut dénoncer, aider ces enfants. C'est le seul moyen pour pouvoir réparer à l'âge jeune des situations très complexes, pour leur permettre justement de comprendre qu'ils sont victimes de ça, que ce n'est pas de leur faute, qu'ils sont petits pour pouvoir vraiment recadrer, choisir, mais aussi de l'autre pour pouvoir trouver les bonnes personnes, les personnes ressources, les bonnes professionnels. Et je garderai aussi l'idée et la parenthèse du numéro vert en ce qui restera à l'écoute de ces familles, là où c'est compliqué pour d'autres. Oui. Donc il faut vraiment dénoncer et puis demander de l'aide. Et puis, si je reviens à la parole de tout à l'heure, ces enregistrements, cet accompagnement, c'est justement pour ne pas faire revivre à l'enfant les mêmes situations, avec le même témoignage, mais vraiment prendre le rythme pour pouvoir accompagner leurs paroles. Commencer à la reconstruction justement de cet enfant pour l'aider à aller mieux le plus tôt possible et le plus rapidement. Moi je dirais c'est de retrouver sa propre parole pour qu'il puisse dire, dénoncer et puis retrouver l'équilibre de l'émotion qui va lui permettre de retrouver un équilibre. Mais le reste, vous savez, on a appris dans la vie qu'elle n'est pas toute belle, rose et parfaite. Les aléas de la vie vont venir de situations pareilles, mais aussi des traumatismes, des situations d'agression. On peut retrouver aussi des situations qui nous semblent très simples, là où il nous semble que ça ne peut pas laisser des séquelles, parce qu'il a vécu comme ça de moments courts, et puis c'est passager dans les conflits conjugels, dans quelque chose qui pourra, de l'harcèlement ou à l'école, quelque chose là où on pourra retrouver des situations, là où l'enfant peut être victime aussi d'un lien ou peut-être aussi témoin. Il me semble que là, ça n'exclut pas aussi de degré de souffrance. S'il est là, il observe de loin des situations là où il y a des agressions physiques, là où il y a des agressions, là où les parents cassent les objets, mais crient avec des colères, explosions, ça peut nuire à l'enfant. Là où il est témoin de ces situations, et ça peut bouleverser réellement le bon équilibre et puis nuire à son bon développement. Très bien. Qu'encourt la personne
une personne qui violente un enfant? Par exemple, dans ce sujet-là, quel sera le... Oui, alors ce sujet, vous savez, il est complexe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est complexe par rapport à la loi. Maintenant, selon ce que le père a décrit, l'enfant a eu une agression sexuelle. Oui. C'est une violence sexuelle. Qu'est-ce qu'une violence sexuelle? C'est une activité sexuelle perpétrée contre un enfant. Donc c'est bien une activité sexuelle. Or, nous, dans notre droit, cette activité sexuelle qui est perpétrée contre l'enfant, il faut démontrer qu'elle a été faite sous contrainte et par la force. Vous voyez déjà, au moment où on va qualifier les faits, il faudra que l'on trouve dans ces faits la contrainte et la force. Et c'est ce qui existe dans notre loi. Or, le Comité des droits de l'enfant dit que lorsqu'il s'agit d'une activité sexuelle ou d'une violence sexuelle à l'égard d'un enfant, la contrainte et la force ne doivent pas être des conditions pour qualifier le fait. Oui. On a agressé sexuellement l'enfant parce que la contrainte et la force supposent le consentement. Aujourd'hui, tout le débat est autour du consentement. Mais un enfant ne peut pas consentir. Un enfant, même s'il a 15 ans, même s'il a 17 ans, nous sommes enfants, nos enfants vont jusqu'à l'âge de 18 ans. On est enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a le discernement, mais même lorsqu'un enfant peut discerner, eh bien, il peut ne pas consentir à la relation sexuelle. Exactement, mais souvent les pédophiles, par exemple, ont des techniques, on va dire, absolument, c'est sournois. Pour attirer l'enfant, pour qu'il accepte de faire l'acte avec lui. Donc, logiquement... Absolument. Eh bien, nous en sommes encore dans cela, dans notre droit, dans le Code pénal. La contrainte et la force doivent disparaître de l'article 332 bis. Et après, la peine variera selon la qualification. Ça peut être un attentat à la pudeur, ça peut être considéré uniquement comme un attentat à la pudeur et non pas comme un viol. Du coup, la peine va diminuer. La peine est de la peine, elle sera de 2 ans à 5 ans. Ferme ou ferme. Vous savez, dans le cas qui a été relaté dans les journaux dernièrement, apparemment, le jeune qui aurait violé la jeune fille n'a eu que 1 an avec sursis. 1 an avec sursis. Alors qu'on a parlé de viol. Donc le juge, quelque part, n'a pas qualifié l'agression de viol. Oui. Il a dû la qualifier soit d'attentat à la pudeur, soit d'une violence sexuelle. Et là, je pense que quand il s'agit des enfants, il faut être ferme, il faut vraiment revoir les articles du Code pénal. Parce que vous savez, dans le Code pénal, on va poser une sanction pour l'adulte et on va la doubler pour l'enfant. En fait, le Code pénal, à l'égard de l'enfant, c'est la projection des adultes, de la vision de l'adulte sur les enfants. On double la peine. Si c'est 5 ou 10 ans pour le viol, c'est 5 ans généralement, ça sera 10 ans pour l'enfant. Donc vous voyez un peu comment on qualifie. Donc c'est pour ça que je dis, ou on sanctionne, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment revoir toute notre législation par rapport à l'enfant, particulièrement dans toutes ces maltraitances, violences. Elles sont toutes prévues dans le Code pénal, mais il faut les adapter à la nouvelle vision que la Convention des droits de l'enfant et particulièrement le Comité des droits de l'enfant recommande à nos États. Le comité recommande aux États d'enlever la contrainte, de ne plus retenir la contrainte et la force lorsqu'il faudra qualifier une violence sexuelle à l'égard des enfants.
Ça va se faire, mais ça prend du temps pour que le législateur assimile ces recommandations. Sur ce, on clôt le débat. Merci. On aurait aimé avoir encore plus de temps. Il y a tellement de choses à dire, tellement de conseils aussi à donner aux parents. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu présente et d'avoir participé à ce débat. Merci encore, Maître Aïdzaï. Merci. Et Docteur Aïda Moucheli. Merci à vous. Et tout de suite, on passe à la rubrique conseils pratiques. Place à la rubrique conseils pratiques. Et aujourd'hui, je reçois Dr Sérine Belkhouja, vous êtes gynécologue. Bonjour Mounia. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation pendant la grossesse. C'est compliqué. On va dire ça, c'est compliqué, mais on ne sait pas toujours ce qu'on doit manger. Et puis il y a pas mal d'idées reçues. Déjà, première idée reçue qui me vient à la tête directement, on dit souvent qu'une femme enceinte doit manger pour deux. Est-ce que c'est vrai? C'est une idée reçue, clairement. C'est clairement ça. Et avec le temps, les femmes ont bien compris que c'était une fausse idée. Oui. Manger pour deux, oui, mais pas en quantité, plutôt en qualité. Donc il va falloir choisir ses aliments, faire attention à ce qu'on mange évidemment, et puis essayer de piocher dans les aliments les plus intéressants. En début de grossesse, il y a les signes sympathiques qui sont là, qui font que l'alimentation est difficile. Retenir que l'apport calorique n'est pas très important à ce moment-là, c'est une augmentation de 0 à 100 calories pratiquement. Au deuxième trimestre. Premier trimestre, il faut avoir à l'idée qu'on construit un bébé, entre guillemets. Construire dans le sens où on va essayer de fabriquer un être humain, donc avoir les aliments nécessaires pour cela. Au deuxième trimestre, la femme se sent déjà mieux, donc elle a déjà plus de facilité à manger. On a moins les nausées matinales. Moins les nausées, on est à l'aise, l'estomac n'est pas encore comprimé. Au troisième trimestre, c'est un peu plus délicat qu'au deuxième. Mais on en a encore besoin un peu plus. On a besoin de manger encore mieux, encore qualité, toujours, oui. Dans le sens toujours qualité. Donc, il faut effectivement faire attention à ce qu'on mange, comment on le mange, quand on le mange. D'accord. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, par exemple? Oui, il y a certains aliments à éviter, notamment ce qui n'est pas cuit, pour ce qui est par exemple des œufs. Les œufs et ce qui en dérive, hein. Je parle par exemple de mayonnaise, de mousse, ce sont des produits dérivés qui sont faits avec des œufs crus. La viande crue, les tartares, pour celles qui aiment le tartare, je suis désolée, mais le poisson, le poisson cru, effectivement, il faut aussi éviter de... c'est interdit. C'est interdit pendant la grossesse. Les fromages, par exemple, à pâte molle? Les fromages à pâte molle, le brie, le camembert, même si le lait est pasteurisé, il vaut mieux éviter. D'accord. Sinon, à part ça, le poisson, alors là, les femmes se posent beaucoup la question. J'ai eu cette question au cabinet. Qu'en est-il des poissons qui sont chargés en mercure? On en a beaucoup entendu parler, notamment le thon et l'espadon. Donc le thon rouge, oui. L'espadon aussi. Donc diminuer les quantités, faire attention à ne pas exagérer. Une fois par mois, ça suffira. Le thon blanc, par contre, en boîte, oui, c'est possible d'en manger. Mais toujours faire attention avec parcimonie. D'accord. On nous conseille aussi d'éviter de prendre des tisanes, du thé, du café, ce genre de choses. Alors, à petite dose, la caféine est intéressante pour stimuler le système nerveux de la maman comme de l'enfant. À petite dose, il y a des addicts, on ne va pas leur dire « Allez, vous êtes enceinte, il faut arrêter, machin ». C'est pas évident. Donc, ce qu'on va dire, on va être sympa, on va dire une petite tasse, ça fait du bien, sans exagérer, évidemment, parce que sinon, ça peut être responsable de fausses couches, ça peut être responsable d'accouchement prématuré, à éviter quand même. Les tisanes, écoutez, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il y a des gens qui font des études pour arriver à conseiller ou à déconseiller certaines tisanes. Ce qui est intéressant pour la femme enceinte, c'est le gingembre. Le gingembre est très intéressant, notamment au premier trimestre de la grossesse, vu qu'il a une action très bénéfique contre les nausées. Très bien. Voilà. Et pour justement les futures mamans qui veulent quand même garder un peu la taille, est-ce qu'on peut faire
Un régime ou Écoutez, pas pendant la grossesse? Régime, je ne conseillerais pas. Essayez de manger. Varié, donc protéines, grains, légumes frais. Écoutez, le frais est très important. Tout ce qui est tout ce qui n'est pas fait sur le pouce, par exemple les jus et tout qui ont tendance à traîner ou être récupérés ou achetés, il vaut mieux éviter. Faites les frais, achetez des appareils pour ça ou faites-les vous-même. Mangez le fruit directement. Ou mangez le fruit directement. Le diet, je suis pas très pour. Par exemple, les sodas à base d'aspartame et tout. Il y a une étude controversée sur ça, donc évitez le sucre. Il a sa place. Jamais en excès. Jamais en excès. Je voudrais juste dire que ce que je conseille à la patiente, c'est de manger régulièrement. Régulièrement dans le sens où il faut éviter les longues périodes de jeûne, parce que ça donne des hypoglycémies qui peuvent être défavorables à la maman et à l'enfant. Elles font de sacrées hypoglycémies qui les cassent. Donc avoir une alimentation régulière, qualité et aussi régularité, c'est-à-dire 3 repas, 2 collations, les collations yaourt, fruits secs, si elle se pose la question fruits, pourquoi pas, et éviter tout ce qui est biscuits, tout ce qui est industriel, junk food industriel, éviter tout cela. D'accord. Autre petit conseil? Oui, pour les femmes qui souffrent de nausées. Oui. Nausées, brûlures d'estomac et tout, surtout au premier trimestre. Elles culpabilisent souvent parce qu'elles mangent moins, elles n'ont pas d'appétit, elles viennent, elles se disent, et c'est la maman qui vient, la belle-mère, le mari, elle ne mange pas, elle refuse, le petit. Non, le petit ne va pas en pâtir parce que moi je leur explique que le petit aura tendance à prendre tout ce qu'il faut tant qu'il faut, c'est la maman qui va le ressentir. Donc déculpabiliser. Pendant la grossesse, il faut toujours déculpabiliser la maman. Lui dire, tu ne manges pas, donc ton petit, tu vas le perdre, tu continues comme ça. Non, qu'elle essaie de manger ce qu'elle peut, petite quantité, faire de petites assiettes régulièrement, ce qu'elle peut manger, boire de l'eau, idéalement, éviter tout ce qui est soda et tout. Et puis ça passe. S'aider avec du gingembre et si ça ne va pas, bien sûr, consulter. Les femmes qui vomissent, qu'elles consultent, qu'elles ne se disent pas, ça passera. Si elles vomissent beaucoup, elles risquent de se retrouver dans des situations très délicates. Donc, elles consultent, il vaut mieux. D'accord, très bien. Et pour les brûlures? Pour les brûlures, ça peut arriver. Éviter certains aliments, les aliments trop chauds, le chocolat, le café, les épices, la tomate. Essayez d'éviter cela. Elle peut toujours avoir recours à des antiacides. Elles les connaissent très bien. Oui. Si ça ne va pas, pensez à consulter. Nous sommes là pour ça. Très bien. Merci encore, docteur Cyrine Boukhouja. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Et tout de suite, on passe à la rubrique l'info de la semaine avec Lila Djibor. Place à la rubrique l'info de la semaine avec Leila Djibour. Bonsoir. Pardon, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Mounia. 18h, bonjour, bonsoir. 17h45, oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir. Donc, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Alors, votre invitée aujourd'hui est Roufati Imen, fondatrice et gérante de Meddouek. Tout à fait. Donc, si vous faites le tri dans vos armoires à pharmacie et si vous n'avez plus besoin de médicaments, eh bien, il y a des gens qui en ont besoin, en tout cas s'ils ne sont pas périmés. Et la plateforme Meddouek que Imen Roufati a créée est là justement pour ça. Donc, bonsoir. Bonsoir Léla. Alors comment est venue cette initiative puisque vous êtes étudiante en 6e année en pharmacie? Exactement, oui. Alors tout a commencé lorsqu'on faisait notre stage en officine. On a un stage obligatoire qu'on doit faire. On a remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas accès aux médicaments dont ils avaient besoin. Soit parce que ces médicaments étaient en rupture, soit parce que ces personnes-là n'avaient pas les moyens. Et donc, du coup, on a essayé de trouver une solution à ce problème. Oui. Et par la suite, on a remarqué qu'on avait tous des médicaments qu'on n'utilisait pas chez soi. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas faire le lien entre ces deux parties. Et d'ici là, l'idée de Meddouek, elle est née. Elle est née et donc vous avez également une charte à respecter, Mounia, puisque vous savez, il y a des conditions à respecter. Et justement, Imen Roufati va nous expliquer quelle est cette charte et en quoi elle consiste surtout. Exactement, oui. Alors, comme on sait, les médicaments, ce n'est pas des produits
qu'on peut utiliser n'importe comment. Alors, bon, on a établi la charte, une charte à respecter pour Mededouak. La charte consiste principalement à ne pas accepter les dons ou ni les besoins, ni publier les besoins des psychotropes. Oui. Car c'est des médicaments très dangereux. Ils peuvent être très dangereux s'ils tombent entre de mauvaises mains. Et aussi, on respecte les conditions de conservation des médicaments. Lorsqu'on reçoit des dons, on va vérifier les conditions, comment les médicaments étaient conservés, l'état des médicaments. Les dates de péremption également, hein, puisqu'il ne faut pas jeter vos médicaments n'importe où. Justement, est-ce que vous récupérez aussi les médicaments périmés? Non, on ne récupère pas les médicaments. Notre plateforme, c'est une plateforme de mise en relation. On met en contact les personnes qui ont besoin des médicaments avec les personnes qui en ont. D'accord. Alors, tous les médicaments? Ou est-ce qu'il y a des médicaments, donc mis à part les psychotropes, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui sont interdits? Non, il n'y a que les psychotropes qui sont interdits pour l'instant. Et on fait aussi la mise en relation concernant les dispositifs médicaux. Tout ce qui est glucomètre, tensiomètre, des béquilles et même des chaises roulantes. Oui, il y a plein de gens qui sont en ont dans le besoin. Exactement, oui. Voilà. Et il y a une double mission de Mededouak. Il faut savoir qu'il y a une mission écologique. Exactement, oui. Il y a principalement il y a une mission écologique car on va diminuer le gaspillage des médicaments. On sait que les médicaments, c'est des produits chimiques. Donc, s'ils seront jetés avec les déchets ménagers, ils seront très toxiques pour l'environnement. Donc, on va diminuer le gaspillage des médicaments. Alors, ça risque également de contaminer les eaux, hein, les eaux souterraines, même les eaux auxquelles nous sommes en contact. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas jeter les médicaments, on rappelle encore une fois. Alors, les médicaments stockés à la maison représentent également un danger pour les enfants. Donc, faut en être conscient, surtout. Et il y a des campagnes de sensibilisation que vous menez, Imen Roufati, avec toutes vos camarades. Alors, déjà, on va commencer par la toute première, c'était celle de Mededouak. Exactement. On avait lancé un challenge qui s'appelait Efresdouak. D'ailleurs, le challenge est toujours d'actualité. Vous pouvez le voir en mettant le hashtag Efresdouak sur les réseaux sociaux. Voilà, vous trouverez hashtag Efresdouak. Exactement, oui. Après... Le but du challenge, c'était d'inciter les gens à donner le surplus des médicaments qu'ils avaient chez soi, à ceux qui en avaient besoin. Donc, en quelque sorte, c'était de sensibiliser les gens sur les médicaments non utilisés qu'ils avaient chez soi. Et on a aussi mené d'autres campagnes de sensibilisation. Le Covid. Exactement, oui, concernant le Covid, concernant aussi le cancer du sein. C'était pour inciter les femmes à aller se faire dépister. Parce que c'est une cause très importante. Le mois dernier, hein, Octobre Rose, mais ça continue, la sensibilisation continue chaque mois, donc pour le rappel bien sûr. Alors la collecte, il y a également une autre collecte que vous êtes en train d'entamer, c'est pour le mois, donc c'est fin novembre, et vous allez partir à Janet, Imen Roufati. Oui, la collecte, elle est en collaboration avec l'association Tehanit. Cette association, c'est une association située à Janet et qui prend en charge les nomades. Donc, tous les médicaments collectés iront au profit de cette association pour aider les nomades. Donc voilà, alors on a l'application qui arrive, elle est en projet, hein, parce que là, Mededouak, elle est au stade. On retrouve Mededouak sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et sur notre plateforme. On a une plateforme. Voilà, elle est au stade de la plateforme, mais votre projet que vous portez à cœur, c'est l'application, très bientôt, voilà, une application Mededouak. Donc, est-ce qu'on peut en savoir plus, Imen? Oui, on va lancer une application prochainement, c'est pour faciliter l'échange de médicaments entre les personnes qui ont des dons à faire et ceux qui en ont besoin. Parce qu'à travers l'application, l'échange va se faire de manière plus efficace. Et encore plus contrôlée. Voilà, donc pour Mededouak, il suffit d'aller sur la plateforme, les médicaments, on en a tous. Voilà, essayez d'en faire bon usage à travers cette plateforme. Merci beaucoup, Imen. Je vous en prie. Merci encore. Très intéressant en tout cas. On a tous des médicaments à la maison et on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est une super solution pour tout le monde. Merci encore Leila pour cette information très utile. Donc c'est la fin de l'émission bien sûr. Vous retrouverez votre émission Ma Famille, Ma Vie sur les réseaux sociaux aussi, donc sur Canal Algérie sur Facebook et sur YouTube en tapant Canal Algérie, Ma Famille, Ma Vie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.